Bonjour à tous. On va attendre une petite minute avant de démarrer ce webinaire consacré aux données de connexion au secours des entreprises victimes de cyberattaques. Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui ce webinaire consacré donc aux données de connexion au secours des entreprises victimes de cyberattaques, organisé par LexisNexis, spécialiste de l'information juridique à destination des professionnels du droit, en partenariat avec le cabinet d'avocats Klein Vénère et Cartesian Lab, cabinet d'expertise en cybersécurité. 3 experts sont présents aujourd'hui pour échanger avec nous sur ce sujet. Mathieu Bourgeois, avocat associé du cabinet Klein Vénère, Cédric van der Zunden, avocat associé également au cabinet Klein Vénère, et Hargit Janaki, directeur du pôle forensique et réponse à incidents chez Cartesian Lab. Alors, avant de vous laisser la parole sur le sujet, une courte introduction. Donc, pourquoi les données de connexion sont si importantes en cas de cyberattaque? Notamment parce qu'aujourd'hui, dans l'espace numérique, il est souvent complexe d'identifier les auteurs d'infractions, car ils commettent leurs cyberdélits en masquant leur identité et à l'aide d'outils technologiques qui ne font pas l'objet de dispositifs d'identification garantis par l'État. Toutefois, toutes les actions opérées via ces équipements laissent des traces, dites données de connexion, dont le législateur a imposé à certains intermédiaires techniques de l'Internet la collecte ainsi que la conservation, dans certains cas et auxquels il est possible d'accéder pour les victimes d'infractions pénales. Et donc, c'est l'objet de ce webinaire, les données de connexion au secours des entreprises victimes de cyberattaques. Vous donner des pistes pour utiliser au mieux les données de connexion en cas de cyberattaque pour vous protéger et protéger votre entreprise. Donc, seront abordées 2 questions, notamment tenant à l'identification du cyberdélinquant et à sa poursuite. Alors, Mathieu Bourgeois, dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler l'intérêt des données de connexion? Merci Constance. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, en guise d'introduction rapide, donc on verra sur le slide suivant un schéma, vous verrez, avec une balance qui est déséquilibrée. Donc vous allez voir le slide. Cette balance est déséquilibrée. On voit à droite sur le schéma. Alors je ne le vois pas. Hein, voilà, merci. On voit à droite sur le schéma les menaces qui sont très lourdes. Vous voyez que la balance penche largement, malheureusement, en faveur des menaces. Et à gauche, des moyens de police-justice insuffisants. Et vous voyez qu'ils sont insuffisants puisqu'ils ne permettent pas à la balance de se rééquilibrer. Alors, pour brièvement commenter ce schéma, pour les menaces, ça s'explique par 2 choses, le poids de ces menaces. Premièrement, la facilité pour les attaquants, compte tenu de l'équipement peu coûteux et du relatif, vous allez voir, anonymat duquel ils jouissent sur les réseaux. C'est assez facile d'une certaine manière de cyberattaquer. On n'a pas besoin d'acheter des armes lourdes. On peut s'équiper assez facilement avec des terminaux d'accès, etc. Ce sont des équipements assez faciles d'accès et peu coûteux. On bénéficie d'un relatif anonymat puisque l'État n'a pas décidé dans les années 2000 de soumettre Internet comme il aurait pu le faire pour le réseau routier, hein, à une plaque d'immatriculation et à un permis de conduire. Donc les gens peuvent circuler d'une certaine manière sous anonymat. Et puis, évidemment, la surface exposée s'accroît puisqu'il y a la numérisation des activités humaines qui est en route. Et vous savez tous qu'évidemment, et ce webinaire en est d'ailleurs une des preuves, nous faisons de plus en plus d'activités humaines, nous partageons de plus en plus d'activités humaines sur les réseaux. Donc les menaces s'accroissent. Et de l'autre côté, les moyens de police-justice n'ont pas été encore suffisamment étoffés. Aujourd'hui, on dénombre à peu près 224 000 policiers gendarmes dans le monde physique pour 250 agents spécialisés dédiés à la lutte contre la cybercriminalité. Vous voyez que c'est 0,1% si on fait un rapport. Là où on sait que l'espace numérique génère 6 à 7% du PIB de la France, donc du PIB de la France. Donc on voit bien le déséquilibre. Alors c'est ce qui explique l'intérêt de cette conférence, c'est qu'en réalité, si vous êtes victime de cyberattaques, vos entreprises notamment, il va falloir ne pas totalement compter sur la police-justice, il va falloir faire une partie du travail d'investigation. Alors, sur le slide suivant, on verra, c'est la dernière partie de cette introduction, sur le slide donc suivant, on verra qu'il y a
en fait, comment dire, il y a un petit cheminement intellectuel. D'abord, quand vous êtes victime d'une cyberattaque, il faut vous poser la question de savoir si elle a eu lieu sur un environnement surveillé ou sur un environnement non surveillé. Alors, pour la suite de la conférence, je vais exclure les environnements surveillés. Vous savez, les environnements surveillés, ce sont les environnements que l'on nomme aussi encadrés par des mesures de technosurveillance. Par exemple, dans une entreprise, sur l'intranet d'une entreprise, dans le système d'information d'une entreprise, l'employeur peut mettre en place une surveillance des salariés, notamment surveillance avec enregistrement des logs de connexion au site web, à l'intranet de l'entreprise, etc. Toutes ces mesures-là sont tout à fait légitimes, mais il faut respecter le droit du travail, le RGPD et la vie privée, l'article 9 du Code civil. Je n'en parlerai pas et nous n'en parlerons pas, mais quand on fait l'objet d'une cyberattaque dans un environnement surveillé, c'est clairement plus simple de retrouver le cyberattaquant, puisque normalement, par définition, a priori, il a été enregistré, ses traces ont été collectées dans le cadre des mesures de technosurveillance, sauf évidemment si c'est une intrusion de l'extérieur. Nous parlerons des environnements non surveillés, c'est-à-dire Internet en fait. Alors, sur Internet, sur le deep web, hein, comme on l'appelle, eh bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de mesure de technosurveillance, mais pour autant, vous n'êtes pas démunis parce que vous pouvez vous adresser, vous les victimes de cyberattaques, aux intermédiaires techniques pour collecter des preuves. Et donc, c'est la partie droite du schéma, il existe un régime légal, et je m'en expliquerai après l'intervention de Cartesian Lab, il existe un régime légal de conservation des données de connexion, parce que le législateur, en fait, il a voulu quand même protéger les victimes tout en protégeant un relatif anonymat. Vous allez voir, c'est un exercice de mise en balance qu'il a effectué. Et donc, il y a des textes qui existent. Donc, ces textes sont essentiels, et je vous les exposerai après, mais malheureusement, et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire, ils sont ambigus. Et ça, les intermédiaires techniques, parfois ou même voire souvent, jouent un petit peu sur cette ambiguïté pour ne pas répondre spontanément, et vous devez un petit peu malheureusement aller plaider ça devant des juridictions pour obtenir des décisions claires. Et c'est la dernière partie du schéma, vous voyez, j'ai fait gauche-droite, je reviens en bas à gauche. Face au manque de moyens des enquêteurs, notamment de la police, qui a très peu en fait de bandes passantes et de disponibilité pour enquêter, vous pouvez toujours déposer plainte. Mon associé Cédric van der Zenden vous l'expliquera, mais c'est vrai qu'il y a assez peu de mobilisation des forces de police-justice parce qu'elles n'ont pas malheureusement les moyens suffisants, humains et financiers, surtout humains. Donc, c'est la raison pour laquelle vous, entreprise, il va falloir, si vous avez envie de retrouver la trace du cyberattaquant, notamment pour faire cesser et pour qu'il n'y ait pas de récidive, il va falloir que vous investissiez dans des investigations privées cette fois-ci. Et d'ailleurs, dans ces investigations, il y aura souvent deux phases. Vous allez d'abord, idéalement, faire appel à un expert ou à des experts cybersécurité qui vont collecter des premières données. Et ensuite, fort de ce premier dossier, vous allez éventuellement aller voir un juge, Cédric expliquera ça plus loin, pour obtenir une ordonnance. Et à ce moment-là, vous pourrez aller voir les intermédiaires techniques qui, du coup, là, vous donneront les dernières données qui devraient vous permettre de réidentifier la victime. Donc, vous avez compris que c'est une opération à trois bandes. Il y a d'abord un exercice technique préalable qui ne relève pas de l'avocat. Il y a un exercice ensuite juridique de qualification et il y a un exercice judiciaire de contentieux. Merci beaucoup Mathieu. Alors je ne l'ai pas dit en introduction, mais il y aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil dédié. Donc merci Mathieu. Donc sur ce sujet justement dont vous parliez de l'investigation privée, je vais passer la parole à Hargit, expert en cybersécurité chez Cartesian Lab. Hargit, pouvez-vous nous expliquer les premières investigations que vous pouvez faire lorsque vous intervenez sur une cyberattaque pour récupérer le maximum d'informations? Oui, absolument. Merci Constance. Et donc le slide va s'afficher dans quelques instants. Vous allez voir en fait que je vais vous présenter au travers de différents exemples comment les premiers secours sont réalisés selon certains constats. Il y a 4 étapes clés en fait dans toute réponse à incident technique ou numérique. Et la première que vous voyez sur la gauche du slide ici, c'est de mandater l'expert technique pour une investigation numérique. Alors, en quoi ça va consister? On va prendre un premier exemple qui est assez simple. Si, par exemple, vous subissez du dénigrement sur Wikipédia, ou si un de vos comptes de réseaux sociaux a été piraté, mais que vous en avez encore le contrôle, à l'aide d'un commissaire de justice, alors ex-huissier, donc je vais peut-être garder huissier pour la simplicité du terme, euh, vous pouvez demander un constat sur
les traces de connexion à vos comptes ou sur ce qui s'est passé sur Wikipédia, tel jour à telle heure, une adresse IP a fait une modification qui dénigre l'entreprise, qui fait de la diffamation, etc., etc. Alors, tous les huissiers sont pas forcément calibrés techniquement pour faire ces opérations-là. Certains ont un peu plus technophiles que d'autres auront plus de facilité, mais néanmoins, il est fréquent que, même pour cette première étape, un expert technique soit nécessaire pour venir clarifier des choses avec l'huissier et collecter les traces techniques pertinentes afin que vous ayez à la fin, dans un constat, les éléments clés pour vous permettre d'aller plus loin juridiquement si nécessaire. En revanche, lorsqu'on va plus loin en termes de cyberattaque, avec des choses un peu plus, on va dire, agressives et violentes, ce qu'il faut considérer, c'est ce qui est présenté en partie 2, c'est des investigations sur des ressources que vous maîtrisez, vous, entreprise. Typiquement, un exemple que je pourrais vous donner sur une vraie situation qu'on a traitée avec le cabinet Klein Vénère il y a quelques années, qui est la suivante. Le site web d'un client avait été accédé illégalement, et donc il y avait des traces de connexion sur ce site web maîtrisé par le client. On a exploité les traces de connexion, c'est-à-dire qu'on a extrait les données techniques, on les a traitées, on les a filtrées, de sorte à extraire l'activité de l'attaquant de ces données-là. Sur base de ces données-là, on a pu isoler les adresses IP de l'attaquant. Il se trouve que là, l'attaquant n'avait pas pris suffisamment de précautions et il utilisait son fournisseur d'accès à Internet français. Donc, les procédures ont été engagées par la suite, ces procédures-là vous seront décrites un peu plus tard, et elles ont permis d'identifier physiquement qui était la personne et son lieu de résidence, ce qui a permis aussi de déclencher ensuite une opération sur base de l'article 145 du Code de procédure civile. Là-dessus, mes collègues de Klein Vénère vous en parleront un peu plus tard, et donc d'aller collecter des informations complémentaires sur le mode de l'attaque réalisé par la personne en question. Maintenant, lorsqu'on va un peu plus loin, c'est pas toujours idéal, on n'est pas toujours sur une ressource maîtrisée par l'entreprise qui est exposée sur Internet, donc on n'a pas toujours toutes les traces nécessaires. Et dans ce cas-là, comment on fait? Lorsque l'auteur, il est vraiment au-delà de ce que nous, on maîtrise. Lorsque on constate que, par exemple, il utilise une ressource louée chez OVH ou chez un autre hébergeur ou fournisseur de services. Lorsqu'il utilise des comptes de réseaux sociaux. Lorsqu'il utilise des environnements, en fait, qui ne sont pas sous la main de vous, entreprise, et donc qui ne génèrent pas de traces chez vous que vous pouvez exploiter. Ben, dans ce cas-là, quelques exemples peut-être pour illustrer ça un peu plus loin, on va pouvoir parler typiquement de fraude au président. Le schéma de la fraude au président, que vous connaissez peut-être déjà par son nom, il a pas mal évolué ces dernières années, dans le sens où les attaquants ne se contentent plus de tenter de faire de l'usurpation d'identité en faisant des coups de téléphone, etc. Maintenant, ils vont aussi utiliser des éléments de connexion, pour se connecter légitimement à des boîtes mail insuffisamment sécurisées. Et donc typiquement, l'exemple que je vais donner là, c'est le compte du président d'une entreprise qui était en cours de rachat par une société française, qui avait été piraté par des attaquants. Les attaquants étaient à l'intérieur de ce compte depuis plusieurs semaines, et donc ils regardaient tous les emails passés les uns après les autres, jusqu'à identifier des emails intéressants. Lorsqu'il y avait des emails intéressants, ils les redirigeaient dans une boîte cachée qui était pas visible pour le président en question, et il répondait légitimement depuis la boîte mail du président, en se faisant passer pour lui, mais en donnant un faux RIB ou en prétextant une raison, disant que le virement devait être fait sur un autre compte. Et donc, les entreprises qui contactaient cette personne-là pouvaient se faire détourner de l'argent, et c'est ce qui s'est passé dans le contexte précis ici. C'est la société française qui était en train de racheter la société, alors qui était australienne, donc, s'est retrouvée à faire des virements de montants assez importants, vous pouvez l'imaginer, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de quelques millions d'euros en l'occurrence, vers des comptes maîtrisés par les attaquants. Un point là-dessus pour juste détailler un petit peu plus le réseau d'attaquants auquel on fait face, c'est que ce groupe d'attaquants-là, c'est pas le petit cybercriminel, le petit cyberdélinquant qui va juste pirater un compte Facebook pour s'amuser ou envoyer un peu de spam parce que c'est drôle. Là, on est sur des réseaux qui ont la capacité de déployer des ressources à différents endroits dans le monde à travers des relais qu'ils payent et qu'ils rémunèrent. Ils vont aller ouvrir des comptes bancaires, ils vont aller louer des services dans des pays dédiés pour avoir le plus de crédibilité dans leurs approches. Donc typiquement, ils avaient ouvert un compte bancaire australien pour se faire passer pour la société australienne en disant attendez, on a un problème sur ce compte-là, faites plutôt le virement sur ce compte-ci. Et ce qu'on a constaté dans l'investigation qu'on a précisé ici, c'est que les attaquants étaient là depuis un moment, comme je l'ai dit, et ils avaient d'ailleurs essayé la même chose avec un fournisseur coréen
de la société australienne et ils avaient ouvert un compte bancaire en Corée. Donc on voit que le réseau, et l'Internet va faciliter ça évidemment, mais c'est des réseaux criminels plutôt bien organisés, sachant que l'investigation derrière technique, à partir du peu de traces qu'on avait sur l'environnement du client, montrait des connexions au travers de services de VPN, montrait des connexions au travers de euh, fournisseurs de services de serveurs dédiés, donc comme OVH mais plutôt à l'étranger. Et parfois, dans certains cas ici, l'attaquant avait été insuffisamment attentif et s'était parfois connecté directement depuis une adresse IP résidentielle, enfin plusieurs adresses IP résidentielles, mais depuis l'Afrique du Sud. Mais là, vous voyez qu'on est sur un contexte qui est beaucoup plus complexe, puisque de fait, on est sur des juridictions internationales, et donc il y a une limite à ce que le droit français permettra de faire. Dans tous les cas, il faudra aller chercher de la coopération internationale, et c'est pour ça que le plus on aura collecté de traces à l'avance, le plus on aura traité cela à l'aide d'un expert technique pour mettre ça ensemble dans un rapport qui est facile à digérer par les forces de l'ordre, pour leur mâcher le travail et leur permettre d'aller plus loin, plus rapidement, plus il sera facile, et donc c'est l'étape 4 de ce slide, d'aller déposer plainte. Voilà les quelques exemples que j'avais à vous présenter, et je vous rends la parole. Merci Constance pour ces petits encarts. Alors, merci beaucoup à vous. Donc, si ces premières investigations, on voit bien qu'elles sont essentielles dans le cas d'une cyberattaque, elles ne suffisent pas toujours. Et il est souvent indispensable de recueillir des informations complémentaires. Et pour les obtenir, il va falloir mobiliser les textes de droit pour aller consulter les opérateurs. Donc, Mathieu, je me retourne vers vous. À qui s'adresser pour identifier un cyberdélinquant? À quels opérateurs? Et quelles données peut-on leur demander? Merci Constance, merci Argit. Alors, une fois effectivement que l'investigation technique privée a eu lieu, il faut aller collecter des données complémentaires et c'est là où on mobilise les textes de droit parce qu'en fait, les opérateurs, les intermédiaires techniques de l'Internet sont obligés de conserver certaines données que vous êtes en droit d'aller leur demander. Alors, donc là, une fois l'étape privée passée, maintenant il y a l'étape juridique avant de passer à l'étape judiciaire. Il y a une petite étape juridique de qualification. C'est-à-dire, premièrement, il faut vous poser la question de savoir quels sont les acteurs techniques de l'Internet que vous allez aller voir et à quel régime ils répondent. Alors, quels sont ces acteurs? En fait, les textes, grosso modo, si je schématise, distinguent deux grandes catégories d'acteurs. Il y a les opérateurs de communication électronique d'un côté, qui est un bloc qui comprend grosso modo 4 sous-blocs, c'est-à-dire 4 sous-catégories. Les fournisseurs d'accès à Internet, qui sont les plus connus, tels que Free par exemple. Les opérateurs de services de communication interpersonnelle, c'est-à-dire en fait les opérateurs de messagerie, type Outlook, Gmail, etc. Troisièmement, les transitaires de données, ceux-là ils sont très peu connus. J'en parlerai quasiment pas parce qu'on va très rarement les voir. Et quatrièmement, les fournisseurs de services en cache, c'est des intermédiaires techniques de la couche basse qu'on va très rarement solliciter là aussi. Donc ça, c'est le premier bloc. Et le deuxième bloc, ce sont les hébergeurs. Donc les hébergeurs, ce sont toutes les sociétés qui stockent des contenus qu'ils ne produisent pas. Alors il y a en fait hébergeurs, le terme est un petit peu trompeur, ce sont ceux qui hébergent des données qu'ils n'ont pas produites et qu'ils mettent à la disposition du public. Donc c'est pas OVH, d'accord? OVH c'est un hébergeur, mais c'est un hébergeur privé. C'est-à-dire dans bien des cas, c'est un hébergeur qui vous fournit du service de stockage, mais il n'a pas de rôle, il ne met pas à la disposition du public des données, sauf s'il le fait sur instruction de son client évidemment, mais c'est pas un hébergeur comme par exemple le serait typiquement Facebook, YouTube. Facebook, YouTube sont des hébergeurs, d'accord? Ce sont des hébergeurs. Donc vous avez deux grandes catégories d'acteurs. Donc le slide en montre 3, mais en fait, je vais vous dire pourquoi il en montre 3, c'est que les opérateurs de communication électronique, ça ne vous parle pas, ce sont les FAI qui vous parlent, c'est ceux-là que vous connaissez. Donc en fait, cette première catégorie, elle comprend une sous-catégorie, c'est pour ça que c'est les FAI qu'on va aller voir la plupart du temps, type Free ou SFR. Et la deuxième catégorie, ce sont les hébergeurs, type Facebook, YouTube. Et ces gens-là, vous pouvez aller les voir uniquement, attention, si vous pouvez qualifier pénalement, donc là mon confrère Cédric Van der Zenden reviendra là-dessus, si vous pouvez qualifier pénalement une infraction sur les réseaux numériques. Si ce n'est pas pénal, tout ce que je vais dire là, à partir de maintenant, n'est pas invocable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller vous prévaloir des textes que je vais indiquer pour exiger de ces opérateurs la communication des données techniques parce que ces données techniques, ils ne doivent vous les fournir, ils ne doivent en fait les conserver que si il y a une infraction pénale. Voilà, donc ça, il faut bien le comprendre parce que les textes, c'est vrai qu'ils sont tellement massifs qu'on a du mal à voir l'essentiel et ça, c'est essentiel, ce que je viens de dire sur la qualification pénale.
La deuxième étape, et donc c'est le slide d'après, une fois que vous savez que vous pouvez aller grosso modo voir soit le FAI, soit l'hébergeur, ou les deux, eh bien, ils répondent à un régime juridique qui est compliqué et qui résulte d'une histoire que je vais résumer très brièvement. En fait, il y a deux grands textes, il y a deux grandes sources. Il y a le Code des postes et communications électroniques auxquels sont soumis les fournisseurs d'accès à Internet. Et il y a la fameuse loi pour la confiance dans l'économie numérique qui a été modifiée récemment d'ailleurs par la loi visant à la loi SREN là, sur la souveraineté numérique de mai 2024. Et d'ailleurs, nos slides ne sont pas tout à fait à jour de cette loi, donc je prie de m'excuser quand je cite l'article 6 de la LCN, en fait, c'est devenu l'article 1, mais le contenu n'a pas changé. Donc, ce sont les deux grands corpus de textes. En 2020, la Cour de justice de l'Union européenne, alors ces corpus de textes, prévoyaient dès l'origine une obligation de conservation de certaines données. Mais la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France, d'accord, en considérant que ces textes-là portaient trop atteinte à la liberté au principe d'anonymat sur les réseaux, à la liberté grosso modo, de communiquer de manière anonyme sur les réseaux, d'accord ? En fait, au secret des communications, pour être tout à fait précis, au secret des communications. Et donc, elle a enjoint le gouvernement français de modifier ces textes pour qu'ils soient plus précis et plus circonstanciés. Ce que le Conseil d'État a traduit dans l'ordre juridique interne en enjoignant au Premier ministre, en fait en enjoignant au Premier ministre de remplacer les textes anciens, ce que la France a fait en deux temps. Il y a eu une loi en juillet 2021 et il y a eu 3 décrets en octobre 2021 qui ont redessiné le régime juridique que je vais vous exposer dans un instant. Alors ce régime juridique aujourd'hui, pardon, j'ai entendu. Merci Mathieu. Non, mais allez-y. Donc effectivement, donc suite à tout ça, quel régime s'applique et quelles données peuvent être demandées aux intermédiaires techniques? Oui, alors effectivement, ce régime, il est publié sous forme de tableau là que vous allez voir. Je ne vais pas vous détailler, mais je vais essayer de vous donner les grands principes de ces tableaux. En fait, vous devez distinguer 2 cas. Soit il y a une infraction pénale classique, et auquel cas vous pouvez aller exiger des opérateurs de communication électronique les textes qui figurent sur le premier tableau, c'est-à-dire celui que vous voyez là. Et donc, si l'infraction est grave, on pourra aller leur demander d'autres données qui sont sur les tableaux suivants, mais je vais d'abord parler de celui-là. Donc, si vous faites l'objet d'une cyberattaque qualifiable d'infraction pénale, entre guillemets, classique, j'ai envie de dire, vous pouvez aller demander, vous avez vu sur le tableau, vous pouvez aller demander au fournisseur d'accès les données d'identité, qu'il est censé normalement avoir collecté et qu'il est en tout cas obligé de conserver s'il les a collectées, les données de contrat et de compte, vous voyez, tout est détaillé à gauche, et les données de paiement. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a une ambiguïté, fâcheuse d'ailleurs, dans les textes, sur le fait de savoir si les opérateurs dont je suis en train de parler sont obligés de collecter ou sont obligés de conserver. En fait, les textes parlent d'obligation de conservation. Et du coup, il y a un petit jeu judiciaire fréquent, c'est que quand vous demandez au juge d'ordonner à l'opérateur vous répond « je serais très heureux de vous les donner si je les conservais, mais pas de chance, je les collecte même pas, donc je ne les conserve pas ». Et évidemment, il y a matière et il y a des décisions de jurisprudence qui répondent à cet argument. Bien sûr que c'est induit, c'est-à-dire que si vous devez conserver, par définition, vous devez collecter. Donc, il y a une ambiguïté des textes, d'accord ? La jurisprudence n'est pas très fixée, notamment pour les OCE. Pour les hébergeurs, elle semble se fixer vers une obligation de collecte, et ça va dans le sens, en fait, d'un KYC. Pour ceux qui sont du domaine bancaire, ils doivent connaître ce principe de Know Your Customer, c'est-à-dire, en fait, de collecter des données sur un client d'un service de communication électronique avant de le lui fournir pour pouvoir ensuite, justement, satisfaire à ce genre d'obligation. Donc, en fait, concrètement, il y a débat. Mais on va considérer, pour les besoins de l'exposé, que les données que vous voyez à gauche, les opérateurs sont obligés d'une part de les collecter et d'autre part de les conserver pendant une durée d'1 an. Vous voyez, c'est marqué dans le tableau, pendant une durée d'1 an. Et donc, et de vous les communiquer à vous, victimes d'une infraction pénale, puisque vous voyez que tout à droite, la conservation, elle est liée à des finalités de procédure pénale, de menace contre la sécurité de la République et de sauvegarde de la sécurité nationale. Donc, évidemment, les 2 derniers motifs ne nous intéresseront pas.
c'est le premier qui va m'intéresser, c'est les procédures pénales. Donc, ça veut dire que si vous lancez une procédure pénale, Cédric y reviendra, parce qu'il reviendra notamment sur le timing, sur le calendrier, mais à ce moment-là, vous pouvez exiger la communication de ces données pour notamment nourrir cette procédure pénale pour lutter contre cette infraction. Alors, le tableau d'après montre les données que vous pouvez aller exiger de ces opérateurs lorsque vous êtes victime d'un acte de criminalité ou de délinquance grave. Donc, Cédric expliquera tout à l'heure ce que c'est que la délinquance et la criminalité grave. Ce sont certains délits, notamment, et puis les crimes, bien sûr. Et en fait, dans ce cas-là, vous pouvez obtenir encore plus de données de l'opérateur. Il est obligé de vous les donner. Donc, vous voyez, c'est des données très techniques, adresse IP, haute données de trafic, etc. En fait, le jeu consiste souvent, quand vous avez, grâce à l'investigation privée dont a parlé Hargit tout à l'heure, quand vous avez des données, le jeu consiste souvent ensuite à les transmettre à l'opérateur en disant voilà les données que j'ai et je voudrais avoir les données complémentaires suivantes. Et en fait, vous prenez le tableau que je suis en train de vous exposer et vous lui demandez les données qui vous manquent et qui sont dans ce tableau, puisque normalement, il est censé vous les donner puisqu'il est censé les conserver. D'accord ? Après, c'est rarement, malheureusement, les opérateurs en question, ils répondent rarement spontanément. Alors, vous avez un dernier tableau, je crois, qui termine cet exposé, que je suis en train de regarder parce que… là, les données ont toutes été énumérées. Ouais. Et donc, effectivement, Mathieu, comme vous le disiez, donc les opérateurs ne donnent pas toujours les données de façon spontanée. Et donc, il est en général utile de recourir à des procédures. Et donc, on va passer la parole à Cédric. Donc, Cédric, pouvez-vous nous exposer les procédures à suivre pour obtenir ces données? Ah, Cédric, vous n'avez pas enlevé votre micro et du coup, vous êtes coupé. Voilà, pardonnez-moi, merci Constance. Bonjour à tous. Donc je disais effectivement, on a vu ce qu'on pouvait faire au niveau d'une expertise technique privée avec Hargit. On a vu ce que prévoyaient les textes en la matière avec Mathieu. Et donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on a été victime d'un cyberdélit. Et que justement, il y a souvent, quand il y a cyberdélit, il y a dissimulation de l'auteur de l'infraction. Et donc, la question va se poser de savoir, pour nous avocats en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour tenter d'identifier la personne qui est auteur de cette infraction. Donc comme le disait Mathieu tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ces textes s'appliquent, c'est qu'il faut effectivement identifier une infraction pénale. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est qualifier cette infraction. En pratique, vous pouvez tout à fait aller soit adresser une plainte directement au parquet, soit effectivement vous rendre auprès des services de police ou de gendarmerie pour déposer une plainte, et eux vont effectivement avoir la possibilité de faire cette qualification. Dans le monde réel, les policiers effectivement ou les gendarmes ne sont pas toujours suffisamment équipés ou ont suffisamment les connaissances pour pouvoir bien qualifier l'infraction. Or, c'est un enjeu essentiel parce que quand vous partez sur une infraction qui n'est pas bonne, eh bien vous pouvez avoir derrière une relaxe. Dans la réalité, il est conseillé quand même, quand l'infraction est un peu complexe, et c'est souvent le cas des cyberdélits et des cybercrimes, de s'attacher les conseils d'une personne spécialisée, comme un avocat ou un expert technique qui pourra effectivement vous accompagner sur le sujet. Une fois qu'on a qualifié cette infraction, on va pouvoir en déterminer le quantum. Et effectivement, déposer plainte, puisque c'est un préalable qui n'est pas obligatoire pour les procédures dont je vais vous parler, mais qui est quand même recommandé, parce que quand vous allez saisir ensuite le juge privé, il est certain que si vous avez déjà déposé plainte, eh bien vous démontrez que votre histoire n'est pas frivole et que c'est pas à la légère qu'effectivement que vous allez demander à obtenir des données d'identification d'une personne. Donc cette qualification va nous permettre effectivement de convaincre le juge qu'il existe les conditions qui sont liées à la possibilité d'obtention des données de connexion, et surtout de pouvoir vérifier que la peine encourue pour l'infraction en cause est suffisamment grave, puisqu'on vous parle d'infractions graves, sans pour autant déterminer le quantum qui déclenche la possibilité de faire appel à cette gravité. Les textes parlent effectivement de cette infraction grave. En réalité, il y a un rapport du Sénat qui existe et qui considère qu'à partir de 3 ans
de peine encourue, vous êtes effectivement dans la logique d'une infraction grave. Et la jurisprudence, on a des décisions du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de commerce de Paris qui effectivement vont reconnaître le caractère grave de l'infraction à partir de 2 ans. Donc, on va dire que par précaution, toutes les infractions dont le quantum de peine encourue est supérieur à 3 ans ou égal rentrera dans le champ d'application des textes qui nous permettent d'obtenir les données de connexion, mais en réalité, il y a aussi une appréciation un peu plus souple qui est faite aujourd'hui par les tribunaux, en sachant que de toute façon, la plupart du temps, quand vous êtes victime d'une cyberattaque, eh bien, il y a ce qu'on appelle une atteinte au système automatisé de traitement des données, les fameuses atteintes au stade, qui sont une infraction en elle-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un tiers rentre dans un système d'information sans l'autorisation du maître du système, eh bien, une infraction est constituée et cette infraction fait partie des infractions qui sont graves. Donc, la plupart du temps, on arrivera effectivement à pouvoir faire jouer ces textes. À côté de cette plainte, vous avez aussi la possibilité, évidemment, d'adresser une mise en demeure au FAI ou hébergeur, grâce au travail d'investigation en amont qui aura été fait par l'expert technique notamment, pour demander effectivement qui se cache derrière telle adresse IP, qui se cache derrière tel port source, qui se cache derrière tel pseudo, pour pouvoir effectivement identifier cette personne. La problématique, c'est que, pour être complètement transparent, dans la réalité, les fournisseurs d'accès Internet et les hébergeurs, donc que ce soit Meta, SFR ou Free, ne jouent pas vraiment le jeu. Pourquoi? D'abord parce que c'est pas très vendeur pour un opérateur de service que de dénoncer quelque part en fait ses clients, et surtout parce qu'ils ont besoin de se protéger, puisque comme on l'a vu, il faut mettre en balance le respect de la vie privée, et à partir du moment où on divulgue l'identité d'une personne qui a agi par définition de manière anonyme, eh bien, ces opérateurs veulent s'assurer qu'une décision judiciaire leur intime de communiquer ces données pour que eux-mêmes soient couverts et qu'on ne puisse pas se retourner contre eux. Donc, dans la pratique, effectivement, dans la théorie, déposer plainte ou envoyer une mise en demeure peut fonctionner. Dans la réalité, on constate que c'est pas le cas pour la mise en demeure, et on constate également malheureusement que ce n'est pas pas toujours le cas quand vous déposez une plainte, puisque comme Mathieu vous le disait, il y a des problèmes d'outils techniques, de moyens humains au niveau des services de police et de gendarmerie qui font que, avec le nombre de plaintes qu'ils reçoivent, eh bien malheureusement vous avez peu de chances que votre affaire soit poursuivie, ou en tout cas poursuivie dans un temps qui soit cohérent. C'est pour ça que il existe en parallèle de ça la possibilité de se tourner vers le juge privé, tribunal de commerce ou tribunal judiciaire, pour mettre en place essentiellement, on s'est arrêté sur ces deux procédures parce que vous pouvez évidemment agir sur le fond, mais l'idée, quand on est victime d'une cyberattaque, c'est quand même d'être rapide, qui sont donc la procédure du référé instruction in futurum, l'article 145 du Code de procédure civile, ou la procédure accélérée au fond qui est offerte par la LCEN. Donc, au niveau des slides, Constance, si vous pouvez effectivement passer au slide suivant, au slide justement sur l'article 145, vous verrez qu'on vous a défini les conditions d'application de cet article. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le référé instruction in futurum, il faut savoir que sa particularité première, c'est que pour qu'il soit recevable, pour que la demande soit recevable, il faut qu'elle se fasse avant tout procès. Donc on posait la question tout à l'heure de savoir s'il était utile de poser une plainte. Oui, c'est utile. Sachez que ça n'empêche pas la procédure 145, puisque d'un point de vue pénal, on considérera qu'un juge du fond, en l'occurrence le juge pénal, n'a été saisi qu'à compter soit du moment où le parquet va renvoyer l'affaire devant une juridiction, ou si c'est vous, via une citation directe ou via une constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction qui lançait cette procédure pénale, à compter de la consignation. Donc il n'y a pas d'impossibilité dans le fait de déposer une plainte et ensuite aller saisir un juge sur requête ou en référé pour pouvoir obtenir de sa part qu'il rende une ordonnance intimant au FAI ou aux hébergeurs, ou aux deux, parce que souvent les deux seront utiles, de pouvoir communiquer ces données de connexion. D'ailleurs, pourquoi ces deux sont utiles? Vous avez vu, les hébergeurs collectent un certain nombre de données, les FAI en connectent d'autres, et on a eu un cas, nous, par exemple, au cabinet, où l'auteur de l'infraction avait utilisé un téléphone portable. Or, il faut savoir que quand vous utilisez un téléphone portable, vous avez une IP qui est dynamique, c'est-à-dire que votre adresse IP est partagée avec d'autres personnes.
Donc, si vous lui donnez uniquement l'adresse IP, vous n'aurez pas la possibilité, enfin, l'opérateur de service n'aura pas la possibilité de vous donner avec précision la personne qui est l'auteur de l'infraction. C'est pourquoi il a besoin d'autres données comme le port source, et donc il faut faire travailler ensemble le FAI et l'hébergeur. Donc, quand vous décidez de partir sur ce 145, il faut d'abord vous assurer effectivement que vous êtes avant tout procès, qu'il existe un motif légitime. À partir du moment où vous avez qualifié une infraction, la plupart du temps, cette condition peut être assez facilement remplie. Et on vous a mis un exemple de jurisprudence sur la question où ce n'était pas le cas, mais à partir du moment où vous qualifiez cette infraction, votre motif légitime, il existe. Il faut que la mesure soit légalement admissible. C'est le cas, puisque le Code des postes et communications électroniques, effectivement, prévoit les hypothèses de conservation des données et de transmission de celles-ci. Et donc, à partir du moment où vous avez rempli toutes ces conditions, eh bien, vous avez la possibilité de lancer ce fameux référé 145. Je le disais, soit sur requête, soit une procédure contradictoire en référé. Il faudra voir à chaque fois s'il y a un intérêt ou pas à saisir de manière non contradictoire au début, ou bien effectivement tout de suite mettre dans la procédure le FAI et l'hébergeur. À côté de cette procédure, et c'est la slide suivante, vous avez effectivement la possibilité qui vous est offerte par la LCEN, d'une part, de demander l'identification de l'auteur, enfin les données de connexion relatives à l'auteur d'une publication, mais également d'en demander son retrait. Donc les conditions d'action ici, elles sont énumérées sur la partie gauche. Vous avez donc, il faut qu'il y ait un contenu hébergé par un service de communication au public en ligne, et désormais, on vous précise, par toute personne depuis la loi SREN. Alors, je précise, quand ce texte vise toute personne, il faut savoir que c'est pour la notion de retrait, en fait, de la publication, puisque évidemment, seuls les FAI hébergeurs sont tenus et collectent les données de connexion. Donc, en ce qui concerne l'identification, ce sera toujours les FAI hébergeurs uniquement qui seront visés, mais le législateur a voulu élargir le champ des personnes à qui on peut demander le retrait. Donc, par exemple, la personne qui exploite le site internet sur lequel une publication diffamante aura été postée, de pouvoir effectivement retirer son contenu dès lors qu'il est illégal. Il faut ensuite que le contenu soit illicite et susceptible de revêtir une qualification pénale, on l'a vu, et il faut en plus, pour la procédure LCEN, que vous prouviez l'existence d'un dommage. En défense, qu'est-ce que pourra effectivement nous opposer le FAI? Elle pourra nous remettre en cause la qualification de l'infraction, c'est d'ailleurs souvent ce qui est fait, ou bien vous dire qu'on n'a pas agi dans le délai, puisque comme on l'a vu avec Mathieu, il y a un délai de conservation des données de connexion qui existe, et si jamais on agit en dehors de ce délai, d'où l'intérêt de faire ces procédures accélérées et d'obtenir une décision rapidement, eh bien, ils pourront nous dire qu'ils n'avaient plus l'obligation d'avoir ces données, et donc ne plus nous les communiquer. Donc vous l'avez compris, il y a plusieurs particularités qui existent sur ces deux procédures, et il faudra effectivement se poser la question de savoir quelles sont les bonnes. Exactement, donc un petit, pas mémo, mais en tout cas une synthèse effectivement sur les particularités de chacune de ces procédures. Oui. Voilà, allez-y. Voilà, tout à fait. Donc vous l'avez compris, il y a ces deux procédures d'urgence qui peuvent être mobilisées. Alors, on vous a mis effectivement un petit tableau en vous rappelant les conditions. Donc, il faut que ce soit avant tout procès. Il faut, pour l'article 145, pardon, et que contre tout acteur concerné par l'obligation de conservation. Et pour l'identification de l'auteur d'une infraction qui n'est pas forcément un contenu illicite. D'accord ? Donc en réalité, on va être dans l'hypothèse ici, quand on va saisir sur le fondement de l'article 145, où il n'y a pas forcément de publication en ligne. C'est le cas, par exemple, si vous êtes victime d'un ransomware, c'est-à-dire qu'un pirate a accès à votre système d'information, le crypte et vous demande une rançon en échange du décryptage des données qu'il a pu effectivement bloquer. Donc là, vous le voyez, il n'y a pas de notion de publication en ligne. Donc à ce moment-là, vous ne pourrez pas agir sur le fondement de la LCEN. Et il faudra de toute manière, effectivement, saisir le juge des référés ou sur requête sur le fondement de l'article 145. En revanche, à partir du moment où vous avez une publication en ligne, vous avez la possibilité plutôt, et c'est vers cette procédure qu'il faudra attendre, de saisir le juge via la procédure d'accélérer au fond. Alors attention, encore une fois, avant c'était uniquement contre les services d'hébergement et les FAI que pouvait être menée cette action. On a aujourd'hui élargi pour la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de demander le retrait. Donc la procédure LCEN, en étant élargie, retrouve un peu d'intérêt puisque maintenant on peut demander le retrait directement à la personne qui exploite le site. Ça a son intérêt parce que, comme je vous le disais, il existe quand même toujours une réticence des FAI et hébergeurs
à exécuter même les décisions qui sont rendues via des mécanismes de recours qui sont possibles, dont je vous passerai l'exposé ici. Et donc, c'est intéressant de pouvoir effectivement s'adresser directement à la personne qui exploite le site sur lequel la communication en ligne a été faite. Et il faut là aussi qu'il y ait effectivement une qualification pénale. Donc là, on sera plus dans l'hypothèse où votre société ou vous, personne privée, vous êtes victime de diffamation, ou bien, on le voit avec le phénomène des influenceurs, on a eu des cas, nous, par exemple, de cyberharcèlement, ou bien là, vous avez des publications, et effectivement, ce sera intéressant de passer par cette procédure LCEN pour pouvoir obtenir, d'une part, l'identification de la personne, et dans le même temps, le retrait, ce qui n'est pas possible par contre quand vous allez sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, puisque effectivement, dans le cadre de cette procédure, le juge ne peut ordonner que des mesures d'instruction in futurum et ne peut donc pas ordonner le retrait. Donc ça supposerait que vous fassiez d'abord une procédure 145, puis ensuite que vous saisissiez le juge du fond, voire le juge des référés, mais pas sur le fondement de l'article 145 pour obtenir effectivement le retrait. Donc vous avez compris, plusieurs procédures qui existent, des procédures qui sont intéressantes, et j'en terminerai mon propos là-dessus. Pourquoi? Parce que on constate que au niveau pénal, malheureusement, il n'y a pas les moyens nécessaires pour faire ce qu'il faut. Après, on va pas vous cacher qu'effectivement, quand vous passez par ces procédures privées, ça a un coût qui est un peu plus important que quand on se contente de déposer une plainte et qu'on laisse le policier ou le gendarme faire tout le travail. Mais comme je vous le dis, l'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite. L'autre avantage aussi qu'il faut que vous gardiez en tête en passant par ces procédures privées plutôt que uniquement la voie pénale, c'est que vous restez maître de la procédure. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déposé plainte, la problématique, c'est que c'est le parquet ensuite qui se saisit, et même si vous retirez votre plainte, il pourra toujours y avoir des poursuites. Or, d'expérience, on se rend compte souvent que parfois, les pirates sont pas des gens forcément éloignés. Ça peut être interne à l'entreprise, ça peut être interne au foyer familial, etc. Et donc, la possibilité de pouvoir vraiment retirer une action, c'est-à-dire se désister de son action, ce qu'on peut faire sans difficulté quand on utilise ces voies privées judiciaires, eh bien, peut être intéressante en comparaison d'une plainte où une fois que vous avez déposé plainte, vous savez pas quel va être le retentissement potentiellement médiatique de l'affaire, les répercussions que ça peut avoir pour votre société, etc., etc. Si en fait c'est un salarié qui est à l'origine du cyberdélit ou un dirigeant ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que ces procédures sont aussi intéressantes parce qu'elles nous permettent de garder le contrôle sur la suite des événements. Et j'en aurais terminé, je vous remercie. Merci beaucoup Cédric pour ces explications. Alors maintenant, vous savez donc vers qui vous tournez, quelles données vous pouvez demander, et en fait, vous ont été exposés les droits que vous avez en tant qu'entreprise quand vous êtes victime d'une cyberattaque. Mais au-delà, il y a aussi des obligations pour la victime de la cyberattaque. Et Mathieu, rapidement, quels sont les devoirs des entreprises en cas de cyberattaque? Merci Constance, merci beaucoup Cédric. Alors effectivement, vous êtes victime, c'est vrai, mais vous êtes aussi débiteur d'obligations parce que vous devez, et c'est le slide suivant qui va le montrer, vous devez en fait alerter les autorités parce que si vous ne le faites pas, eh bien la cyberattaque peut continuer à produire des dégâts. C'est pour ça que il faut maintenant changer un petit peu d'angle et vous allez comprendre que dans certains cas, vous allez devoir notifier ce qui vous est arrivé. Alors notamment, si dans les données auxquelles il a été illicitement, par exemple, accédé, figure des données à caractère personnel, vous devez, dans les 72 heures de l'attaque, prévenir la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, puisque c'est ce qu'on appelle une violation de données, donc c'est l'article 33 du RGPD qui vous y oblige. Deuxièmement, si vous êtes un prestataire de services de paiement, vous devez prévenir l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel, sans retard injustifié. Si vous êtes dans le domaine de la santé, notamment un établissement de santé, vous devez prévenir l'ARS. Alors bien sûr, je précise que tout ça s'additionne évidemment, hein. Donc si vous êtes un établissement de santé et que les données sont également qualifiables, c'est en général le cas, de données à caractère personnel, vous devez prévenir et la CNIL et la CPR dans les meilleurs délais. Si vous êtes un prestataire de services de confiance, alors qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les prestataires de signature électronique, par exemple, de téléadministration qui sont soumis au règlement IDAS. Alors là, vous devez prévenir l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dans un délai de 24 heures, qui peut d'ailleurs être amené à plus court si, en fait, c'est dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures. Et si vous êtes un opérateur d'importance vitale, ce qu'on appelle un OIV, ou un opérateur de service essentiel, ce qu'on appelle un OSE, dans le cadre du Code de la défense ou de la directive Nice, vous savez, la directive Nice 2 là, qui est sur le point d'être adoptée,
Donc, notamment si vous êtes dans le domaine, par exemple, de l'énergie, des transports publics, etc. En fait, si vous êtes un opérateur qui, en faisant l'objet d'une cyberattaque, peut mettre la nation en danger de par votre taille et le caractère essentiel des services que vous fournissez à la population française, alors vous devez prévenir l'ANSSI sans délai. Donc ça, ce sont tous les opérateurs que vous devez prévenir en plus. Et donc, c'est vrai qu'après avoir été victime, il faut vous préoccuper de ça. Et je dirais un mot pour conclure, Constance, si vous m'y autorisez, parce que je voudrais donner une petite note, une petite tonalité combative à la fin de ce séminaire. En fait, pour lutter contre la cyber-insécurité, il faut mettre fin à l'impunité numérique. Et pour ce faire, eh bien, il ne faut pas laisser passer les cyberinfractions, il ne faut pas en rester là. C'est vrai que je reconnais que les faibles moyens de la police et de la justice peuvent décourager, mais les entreprises qui en ont les moyens, il me semble que c'est très important qu'elles brisent la logique de l'abattement ou de l'indifférence, parce que souvent on est abattu ou indifférent face à ce genre de sujet, parce que quand on comprend que les moyens sont dérisoires face aux menaces qui sont très faciles, on peut en fait se dire, bon, l'essentiel c'est que je colmate la brèche dans la clôture de mon système d'information, puis après je ne vais pas aller chercher finalement le gredin qui a été creusé dans ma clôture. Le problème, c'est que si vous faites ça, il y a de plus en plus de gredins. Et votre clôture, elle ne pourra pas être éternellement à l'abri de tous les gredins. Et donc, c'est vrai que c'est important peut-être d'en parler au sein de votre entreprise, de parler de ce sujet. Moi, j'ai l'espoir aussi que, au-delà des moyens politiques qui pourraient être mis, des moyens financiers qui pourraient être mis par le pays et par le gouvernement sur le sujet, moi, je crois qu'il est très important que, par votre réseau, vous sensibilisiez à ce sujet. Peut-être, sait-on jamais, peut-être que si vous connaissez des juges, des policiers, des juristes dans votre entourage, peut-être que la justice deviendra plus familière de ces sujets. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Et qu'il y aura une pression sociétale envers les FAI et les hébergeurs qui, jusqu'à présent, c'est vrai, résistent souvent aux ordonnances. Mais moi, j'ai bon espoir que plus le sujet va être porté et que plus le fer va être croisé, plus elles vont répondre sans couper les cheveux en 15 et sans que ça demande 3 jeux d'écriture avant d'obtenir des données de connexion et des traces de connexion. Et c'est très important comme sujet parce que c'est vrai qu'il en va de la sécurité sur les réseaux et comme vous le savez, l'activité humaine se numérise et donc c'est très important qu'en fait les lois de la République soient respectées sur l'espace numérique autant que sur l'espace physique. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci à tous les trois pour vos interventions sur ce sujet complètes et complémentaires. Alors, avant de passer aux questions-réponses, nous souhaitons également vous présenter donc Lexis 360 et notre assistant IA, donc, que LexisNexis a lancé en juillet dernier, pour compléter en fait votre formation sur le sujet. Nous avons des contenus éditoriaux nombreux qui traitent de différents domaines, mais également de la cybersécurité, des données de connexion. Et donc, je vais passer la parole à Alice Petit, responsable marketing produit chez LexisNexis, qui va vous présenter des exemples de recherche avec notre assistant IA sur la thématique du webinaire pour approfondir la question. Merci Alice. Merci Constance, merci à tous. Je vais essayer d'aller très vite pour laisser la place aux questions après. Est-ce que tu peux passer s'il te plaît ou alors est-ce que je prends la main? Comme tu veux, je peux les passer ou tu les passes? Non, tu peux passer encore à celle d'après, je vais vraiment essayer de faire vite. Okay. Pour rappel, effectivement, Lexis Plus AI est sorti le 1er juillet dernier et en fait, c'est un assistant IA qui va venir se plugger, entre guillemets, se greffer à la base de données Lexis 360 Intelligence. Et sur cette base de données, en fait, on va venir faire tourner, entre guillemets, j'essaye de vulgariser le plus possible, des grands modèles de langue. Donc, on travaille principalement avec OpenAI, Anthropic et Mistral. Et en fait, pour faire en sorte que notre IA vienne puiser ces réponses seulement dans un fond que nous contrôlons, qui est notre fond documentaire propre, on va utiliser une technique technologique en plus, qu'on appelle le RAG, qui est une sorte de recherche conversationnelle enrichie, augmentée. Et en fait, on va venir contraindre l'IA à sourcer ces réponses seulement dans un contenu. Donc, pour éviter d'aller chercher dans l'entièreté du web et donc parfois avoir des données qui ne sont pas fiables et pas justes, ce qui ne serait pas possible pour un juriste. Et puis, Constance, tu peux passer à la suite. On va bien évidemment venir entraîner notre machine sur l'intégralité des contenus qui sont disponibles. Donc, toutes les matières de droit. Si vous connaissez déjà 360 Intelligence, on se parle
de tout ce qui est législation, jurisprudence évidemment, des encyclopédies, des revues, des actualités et des contenus pratiques. Mais pour ce faire, et c'est la slide suivante, il y a la combinaison de la technologie bien évidemment avec les contenus, mais un élément qui est hyper important, c'est la supervision humaine qu'on apporte chez LexisNexis avec nos réseaux d'auteurs et surtout nos juristes qui vont venir en fait contrôler tous les prompts. Donc les prompts, c'est les réponses que l'on pose à l'IA, tous les prompts et toutes les réponses qui sont faites pour être sûr d'apporter des réponses qui sont fiables, de qualité et pertinentes. Et bien évidemment, et c'est la slide suivante, on est hyper vigilant sur tout ce qui, on a beaucoup parlé de données aujourd'hui, on est hyper vigilant sur le respect de la vie privée et tout ce qui est données personnelles. Nous n'allons jamais venir entraîner notre IA avec vos contenus et vos prompts. Tous les modèles que nous avons sont hyper sécurisés, cryptés. Vous seul avez la main sur vos sessions. Et enfin, point très important, et j'insiste dessus, on a des infrastructures, enfin des serveurs qui sont dédiés à LexisNexis France et qui seront d'ailleurs hébergés en Europe d'ici la fin de l'année, enfin en France d'ailleurs, d'ici la fin de l'année. Et donc, c'est-à-dire que tout ce que vous allez, tous les dialogues que vous aurez entre la machine et vous resteront en France. Et je vais prendre la main rapidement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors Alice, je vais arrêter. Ah non, c'est bon, tu peux passer sans j'arrête le Normalement, partage. Il y a pas de... Ok. Super. Donc là, on est sur la page d'accueil de Lexis 360 Intelligence, si vous la connaissez déjà. Et vous aurez sur la gauche un petit bouton Lexis Plus et Assistant qui ouvrira une nouvelle page. Hop, et vous arrivez sur cette page-là. Donc chez LexisNexis, on a fait le choix de développer 4 cas d'usage que vous voyez affichés à l'écran, qui sont poser une question. Donc c'est vraiment le fait de venir dialoguer avec l'IA en langage naturel, la rédaction d'un... Pardon, on ne voit pas l'assistant IA là. Ah, vous voyez pas l'assistant IA, alors c'est très dommage. Alors, pourquoi? Je vais recommencer. Partage tout le navigateur et pas juste l'onglet. Hop, là, normalement, ça devrait être bon. C'est bon, ouais, c'est bon, merci. Donc, je reprends. 4 cas d'usage qu'on a choisi de développer en interne. Le fait de venir poser une question à notre assistant. Donc là, ça vient tourner, donc, comme je le disais, sur l'ensemble de la base de données de Lexis 360 Intelligence. Je vais, par exemple, poser une question très rapidement sur la législation française applicable à la collecte, conservation et exploitation des données de connexion par des intermédiaires en cas de cyberdélit. Donc il va venir tourner sur Lexis 360 Intelligence pour vous faire une réponse qui sera exploitable. Bien évidemment, plus vous mettez de contexte dans la question que vous posez, et bien plus la réponse sera affinée et personnalisée à ce que vous souhaitez. On a toujours à peu près la même structure pour être sûr d'être le plus agréable à lire possible. Donc la réponse est formalisée. Nous avons bien évidemment toujours les sources qui sont listées. On met les sources les plus pertinentes qui ont servi de base à la génération de la réponse. Et après ça, nous avons l'entièreté des sources qui ont été utilisées, qui sont listées par typologie de contenu. Une fois que vous avez cette première réponse qui a été faite, vous pouvez bien évidemment continuer à dialoguer avec la machine pour établir un véritable dialogue. Vous avez le droit jusqu'à 5 réponses. Bien évidemment, on souhaite augmenter à terme ce nombre d'itérations. Mais voilà, 5, ça vous permet déjà un peu de faire le tour d'un sujet, ou en tout cas en fonction de la façon dont vous avez posé la réponse au préalable, la première réponse. Donc c'est en cours de préparation.
c'est pas un moteur de recherche, donc effectivement, il n'y a pas l'instantanéité que l'on peut retrouver sur Google, par exemple. Là, ça passe vraiment par tout un cheminement à travers différents modèles de langue, cette fameuse technologie du RAG qui repasse ensuite dans un LLM. Donc c'est pour ça que ça met un peu de temps et que c'est pas on pose la question et tout de suite après on a la réponse en simultané. Donc là ça met un peu de temps. Bon. Je vais essayer de... Ah, c'est bon. C'est en cours. Et donc, vous pouvez, comme je le disais, continuer à dialoguer si jamais vous souhaitez avoir des réponses un peu plus précises sur ce sujet-là. Si jamais il y a une jurisprudence, par exemple, qui est citée dans la réponse, vous pouvez demander à l'assistant IA aussi de venir résumer cette décision de jurisprudence, soit directement dans le fil de la conversation, soit si vous avez déjà une référence de décision, vous pouvez venir la taper dans le cas d'usage dédié, qui est résumer une décision. Donc là, c'est un arrêt du tribunal judiciaire qui est bien évidemment sur cette thématique. Je l'avais mis juste avant, donc je vais revenir ici. Où là, vous allez toujours avoir la même structure de réponse qui est faite, avec toujours les thèmes qui sont abordés dans la décision, les fondements juridiques, le contexte factuel, la motivation et la solution. Bien évidemment, ça ne vous empêche pas d'aller lire la décision dans son ensemble, mais au moins, ça vous permet de savoir rapidement, en un coup d'œil, si l'arrêt vous est utile ou pas. Un autre cas d'usage aussi qui peut être intéressant, qui est le fait de venir rédiger un document. Donc pour l'instant, on n'est pas encore sur la rédaction de contrats, par exemple, mais plutôt sur des emails, des lettres, des lettres de mise en demeure, des mémos juridiques, des clauses et des arguments. Je vais par exemple reprendre ce prompt-là que j'avais fait. Voilà, j'avais demandé de rédiger un modèle de demande de préservation des données de connexion adressé à un prestataire de services Internet en vertu de la législation française. Donc, il me fait une trame. Alors, bien évidemment, comme dit précédemment, vous pouvez venir détailler cette question-là pour qu'ensuite la lettre et la demande soient la plus personnalisée possible. Ou sinon, vous pouvez tout simplement venir faire un copier-coller de la décision, du document. Vous l'intégrez sur vos documents Word et ensuite vous faites les modifications que vous souhaitez. Et je vais vous présenter le dernier cas d'usage qui est importé pour résumer ou poser une question. Donc là, c'est vraiment un cas d'usage à part. Vous pouvez venir importer des documents propres ou de tiers et jusqu'à 10 fichiers en simultané. Et ensuite, soit vous posez des questions sur les documents importés, vous pouvez les comparer, par exemple 2 jeux de conclusion, vous pouvez venir les comparer, ou résumer les documents importés. Sachant que chaque document que vous importez peut faire entre 150 et 200 pages. Donc ça peut être utile parfois d'avoir des résumés rapides de ces documents. Et ensuite, vous les résumez, vous posez vos questions, jusqu'à 5, encore une fois, pour dialoguer avec le contenu de vos documents. Point important, mais pour le coup, ce cas d'usage-là, ça ne vient pas tourner sur les fonds documentaires de LexisNexis. On vient vraiment s'appuyer sur vos documents et seulement vos documents. À terme, bien évidemment, ce qu'on souhaiterait, et ça viendra dans un second temps en 2025, c'est de pouvoir proposer à nos clients de venir, 1, exploiter les fonds documentaires de LexisNexis et 2, exploiter vos données internes pour que vous puissiez vous appuyer sur l'ensemble de votre base de données en plus. Voilà, bien évidemment, pas de conservation des données. Vous avez la main sur vos conversations. Vous pouvez les
les supprimer quand vous le souhaitez. Et nous, dans tous les cas, on n'aura jamais accès aux prompts que vous mettez dans l'Excel. Voilà, j'ai essayé de faire super court, rapide, pour laisser la place aux questions maintenant. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation des 4 cas d'usage. Et donc, on voit que ça permet effectivement, et on a vu passer dans les sources des articles, notamment du cabinet Klein-Vénère, qui viennent appuyer les réponses de notre assistant. Alors, on va passer à un temps de questions-réponses un tout petit peu en retard, donc on peut y consacrer peut-être entre 5 et 10 minutes. Donc, je vous laisse la main, Hargit, pour les questions, ou alors… Oui. Alors pour le moment, il n'y a pas de questions, mais donc n'hésitez pas à les saisir dans le formulaire dédié et on les recevra directement. Et les personnes compétentes vous répondront. Il y a des questions dans le petit… Alors, tac, tac, tac. En tout cas, moi je n'en vois pas de mon côté. Pas dans le Oui, chat, je pense de mon côté, sur la question. Alors, mince, j'arrive pas à… D'accord, c'est bon, je vois une question. C'est bon, je vous en ai… Oui. M'a été attribué. Je vais changer l'attribution. Voilà. Alors, première question qui a été posée, et je laisserai Mathieu ou Cédric y répondre. La procédure accélérée au fond 6-3 LCEN est uniquement pour obtenir le retrait d'un contenu. Pour l'identification, l'article 6 LCEN renvoie aux modalités L34-1 du CPCE. Alors c'est pas tant une question plus qu'un commentaire, je pense. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter là-dessus? Alors moi, je ne vois pas la question. Non, elle m'a été attribuée à moi, c'est pour ça. Donc la question, D'accord. c'est pas une question, c'est une réaffirmation de ce que le texte Ça, ouais. permet uniquement d'obtenir le retrait. C'est ça, Hargit, le retrait? C'est ça, oui. Et pour l'identification, apparemment, l'article 6 LCEN renvoie aux différentes modalités mentionnées à l'article L34-1 du CPCE. Voilà pour… Oui, c'est vrai. Mm. Ouais, enfin, c'est vrai, modulo que c'est plus l'article 6, je crois que c'est l'article 1 depuis la loi Sren, donc, mais je crois que c'est un déplacement de texte, donc je pense que oui, c'est ça. Ah, ok. Alors, Alors moi, j'ai une question. une question. Voilà, pour Mathieu, avez-vous des exemples d'infractions pénales pouvant justifier une procédure LCEN? Alors, je vais introduire, puis je vais te passer la parole, Cédric, sur le dossier commun. Parce que je suis en train de me rappeler, je crois pas que c'était sur LCEN. Mais Cédric, c'était sur 145, un autre dossier. On est d'accord? Oui. Ouais. Donc je réponds à votre question. Exemple d'infraction pénale. Alors là aussi, je vais rapidement passer la parole à Cédric sur la qualification exacte. Mais en tout cas, l'histoire était la suivante, et je vais rester très bref et très pudique, évidemment, puisque le secret professionnel m'oblige à ne pas dire trop de choses. Mais grosso modo, il y avait une personne qui a été victime d'un piratage de son compte Facebook. Et le pirate en question a accédé et ensuite a divulgué au public des images intimes, à caractère sexuel d'ailleurs. Et donc, en fait, on a engagé une procédure. Alors, Cédric, l'infraction pénale, je crois qu'il y avait plusieurs qualifications, mais je pense que ça Oui, peut… bah, de toute façon, on avait effectivement la notion d'atteinte au stade, donc on Ouais. entrait effectivement dans tout ce qui est dans le champ de la gravité qui est exigé. Le cyberharcèlement aussi rentre dans le cadre de cette de la gravité. Vous avez toutes les infractions de vol, d'abus de confiance, d'escroquerie, qui sont des peines encourues supérieures à 2 ou 3 ans, et donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de difficulté pour lancer les procédures. Ouais. Et à mon avis, il y avait aussi le 226.1 sur la transmission sans l'accord de la personne de propos ou d'images à titre confidentiel, et notamment il y a la disposition sur le revenge porn, je pense qu'il pouvait s'appliquer. Donc en fait, votre question, monsieur ou madame, permet de souligner le fait que dans l'espace numérique, il y a souvent un concours d'infraction, je pense, de qualification, pardon. Et Cédric, je ne crois pas que ce soit une difficulté en pratique d'invoquer plusieurs qualifications. Non, pas du tout. Mm. Et justement, on retiendra souvent celle qui est le plus sévèrement sanctionnée, de manière générale, et a fortiori pour lancer les procédures dont on a parlé. Voilà. Après, pour la procédure LCN, parce que c'est votre question, j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'exemple en tête, mais… Alors, j'ai une autre question. Non, pardon.
Allez-y, si vous voulez. Sinon, j'ai une autre Non, mais sur question. un exemple de publication, on est typiquement sur le cyberharcèlement. Si vous êtes victime de plusieurs personnes qui laissent des messages sur un réseau social comme Twitter, LinkedIn, Facebook ou autre, à ce moment-là, on est dans le cadre d'une publication et c'est là que la LCN pourra entrer en jeu. Voilà. Et dans un contexte plus économique, on pourrait imaginer, parce qu'on a déjà eu le cas, ça pourrait être du hameçonnage, donc l'utilisation d'informations et notamment de la, vous savez, de la marque et de l'identité visuelle d'une entreprise pour s'adresser ensuite à ses clients, leur réclamer des données et les escroquer. Voilà, ou ça peut, pas, en fait, voilà. On a déjà eu ce cas au cabinet et on s'est déjà adressé aux forces de police. Alors malheureusement, c'est vrai que les forces de police n'ont pas vraiment répondu, enfin, n'ont pas pu donner suite pour des raisons de moyens et que notre client s'est un petit peu découragé. Donc, je ne peux pas vous donner le résultat puisque on n'a pas été jusqu'au bout de cette affaire. Mais voilà. Merci. Alors, peut-être une dernière question. Vous avez mentionné les FAI et les fournisseurs de contenu vis-à-vis de la recherche des données d'identification. Quid des fournisseurs de solutions VPN? Ok. Alors, c'est les fournisseurs d'accès, hein, pas de contenu. Et alors, les fournisseurs de VPN, c'est ça? De services VPN, c'est ça, hein? La Oui. question. Alors, il faudrait réussir à les qualifier juridiquement, les fournisseurs de services VPN. Donc, est-ce que ce sont des fournisseurs d'accès Internet? Non. Est-ce que ce sont des hébergeurs? Comme ça, je raisonne à voix haute, je pense pas. Des fournisseurs de solutions. Donc, est-ce que ce sont des transitaires de données? Je crois pas. Donc, a priori, comme ça, à chaud, mais sous réserve d'une réflexion plus posée, j'ai pas l'impression qu'ils soient qualifiables d'OCE et d'hébergeurs. A priori. Donc, s'ils sont pas qualifiables, ils sont a priori pas forcément soumis aux obligations de conservation. Donc en fait, ça mérite une petite recherche pour être sûr de ma réponse. Mais de prime abord, je suis pas complètement sûr qu'ils soient des intermédiaires techniques au sens des Peut-être textes. pour rajouter un élément technique à cette question, effectivement, la plupart des fournisseurs de services de VPN vont aller se cacher derrière le fait que ils fournissent juste un service, mais c'est pas eux exactement le fournisseur d'accès à Internet, c'est pas eux l'hébergeur des données, donc il y a quelque chose comme ça, effectivement, comme dit Mathieu, il y a un flou juridique sur lequel ils jouent, et ils en jouent d'autant plus qu'ils vont aller se positionner dans des pays où la législation est très très peu regardante au niveau des impératifs réglementaires pour même les fournisseurs de services numériques. Si on pense à NordVPN, qui est l'un des plus connus, parce qu'on envoie des sponsors partout, ils sont enregistrés au Panama. Euh, ou si on pense à quelque chose qui est plus proche de nous, comme ProtonVPN par exemple, qui est fourni par le CERN derrière avec ProtonMail et les autres services. Là, c'est hébergé en Suisse. Et ProtonVPN, par exemple, sur ton site, annonce directement, il y a les lois suisses qui protègent les données de nos clients, etc., etc. Alors, est-ce qu'ils ne collectent aucune trace? Non. Maintenant, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent être obligés de transmettre ces traces à un requérant? Bah, là, on est sur des questions de législation qui vont au-delà du seul territoire français et qui vont nécessiter de la coopération internationale. Donc, selon le type d'infraction, selon le type de problématique auquel on fait face, euh, les coopérations sont possibles. C'est plus facile à l'intérieur de l'Europe que si on est à l'international d'expérience. Maintenant, je sais pas si mes collègues avocats ont d'autres commentaires Et je sur vais ces passer, sujets-là. merci Argit, je vais te passer la parole, Cédric, mais moi j'ai une réflexion, c'est que, enfin si tu l'acceptes, c'est que en admettant que ces fournisseurs VPN ne soient pas des OCE, ne soient pas des FAI au sens du droit français, on ne pourrait pas mobiliser les textes LCEN et CPCE contre eux, dont acte, mais il y a quand même l'article 145 du Code de procédure civile. Tout à fait. Alors c'est vrai, ça se heurte, c'est vrai, au secret des correspondances électroniques, parce que le secret des correspondances qui est garanti par l'article 222-13 ou 14, je ne me rappelle plus, enfin un article du Code pénal s'applique aux correspondances électroniques. Donc peut-être qu'il pourrait opposer le secret des correspondances, faut réfléchir. Mais je crois que l'article 145 permet au juge d'enjamber le secret des correspondances dans des cas où il y a un motif légitime. Donc je sais pas ce que tu en Voilà, penses, Cédric. exactement. Et pour rebondir sur une autre question qui est posée et que j'ai pu lire sur la question de savoir quelles sont les chances de succès d'une procédure, en réalité, à partir du moment où on respecte les conditions des textes, pour l'instant, en tout cas nous dans les expériences qu'on a eues, les magistrats ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'on a effectivement assez facilement obtenu ces ordonnances. La vraie question qui se pose,
Alors, c'est pas le cas quand on est face à un FAI ou un hébergeur, même si, bon, vous le savez, certains aiment bien aller se cacher en Irlande ou le visa vite dans d'autres pays, où c'est plus compliqué et plus coûteux surtout d'aller les atteindre. La question, elle va plus se poser de savoir est-ce qu'il va être facile d'identifier ou pas la personne. Parce que si vous tombez sur un pirate lambda ou du dimanche, ça va être très facile de l'identifier. Si vous êtes sur quelqu'un d'assez chevronné qui va mettre en place tout un tas de garanties techniques pour qu'on ne puisse pas le retrouver, payer avec voilà, des cartes prépayées, etc., etc. Évidemment, là, la difficulté peut se poser. C'est pour ça que c'est toujours un peu l'écueil dans ce type de procédure, c'est qu'on arrive assez facilement à avoir une décision. La question qu'il faut après se poser, c'est de savoir, une fois qu'on a réussi à avancer un peu dans le dossier, si ça va être facile de trouver cette personne en fonction de son niveau, en fait, dans tout ce qui est technique et au niveau du piratage. Voilà, c'est l'article 226-15, le secret des correspondances. Pardon, parce que j'ai dit 222. Mais oui. Constance, votre micro est encore coupé. Merci beaucoup. Donc, on va clore le webinaire. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Le replay sera disponible a priori la semaine prochaine, donc vous en serez en tout cas avertis. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci aux intervenants, merci pour vos questions et on a été ravis de partager ce webinaire avec vous. Merci beaucoup, très bonne Merci. journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée.